Guillaume, premièrement, merci de ton temps aujourd'hui. Là, je crois un endroit naturel pour partir la conversation, c'est à propos du développement logiciel. Je crois que ça fait comme plusieurs décennies que tu es dans le secteur. Donc, comment est-ce que tu as tombé en amour avec le développement logiciel? C'est quoi l'histoire? En fait, ça remonte, je dirais au cégep. Euh, J'étais quelqu'un de très curieux, puis j'ai hésité entre plusieurs domaines d'ingénierie ou même architecture du bâtiment. Mais j'ai toujours trippé sur les ordinateurs. Puis mes parents, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais ils ont acheté un genre début des années 90 ou même fin des années 80, je suis pas certain, un TI-99 là, de Texas Instruments. Puis, tu sais, c'était pas des informaticiens, c'était des biologistes, mais ils ont décidé d'acheter ça. Puis moi, je suis comme tombé un peu en amour avec cette bébelle-là. Après ça, ils ont acheté un Commodore 64, très early adopter, je te dirais, pour les ordinateurs dans ce temps-là. Puis ça coûtait cher aussi dans ce temps-là. Et fait que moi, je suis un peu là-dedans. Puis je me disais tout le temps, je vais faire de l'ingénierie. Puis mais les ordinateurs m'attiraient. Puis finalement, j'ai opté pour informatique des génies, qui avait un petit pendant électronique aussi, temps réel, ce genre de choses-là. Puis rendu à l'université, je suis vraiment tombé en amour avec ça. Je me suis vraiment découvert une grande passion pour ça. Fait que c'est un peu comme ça, mais je suis pas comme d'autres là, collègues que j'ai, que eux, à 8 ans, ils programmaient. Moi, ça a vraiment commencé pour vrai à l'université. Avant, j'étais plus un curieux, intéressé, tout ça, mais c'est vraiment à l'université que je suis tombé dedans, là. Après avoir courtoyé plusieurs ingénieurs, là, tu gères une gang d'ingénieurs. C'est quoi le clé du succès? Y a-t-il des principes qui font en sorte qu'un un développeur logiciel qui a du succès, c'est en fait, oui, c'est quoi les leçons que tu as appris là? En fait, je pense qu'une des choses qui, moi, m'a servi dans ma carrière pour, mettons, aspirer à être un bon développeur logiciel, c'est d'avoir eu la chance de côtoyer des gens avec énormément d'expérience, savoir-faire, d'intelligence, et puis d'avoir eu la chance de suivre ces personnes-là. Ma carrière avant Geno, j'ai eu 3 emplois, mais 3 emplois assez stables d'un point de vue gang, si tu veux. Donc, des collègues. D'ailleurs, un de mes associés, Rémi, c'est une des premières personnes avec qui j'ai travaillé professionnellement. Donc, ça, c'est un aspect de pouvoir travailler avec des gens compétents qui, qui, avec, qui ont une curiosité puis qui sont toujours en mode amélioration de leur propre savoir-faire. D'avoir travaillé dans des firmes aussi à l'avant-garde. On a travaillé entre autres pour une firme qui s'appelle Taleo, qui a été achetée éventuellement par Oracle. Puis Taleo, ça a été une école incroyable, à plein de points de vue. C'est vraiment, je te dirais, la carrière en informatique va être beaucoup basée sur, je pense, avec qui on le fait, dans quel contexte on le fait, est-ce que l'employeur permet de faire les choses d'une bonne façon. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans, puis d'être curieux, d'apprendre, de ne pas attendre que l'employeur nous dise, ben, il faudrait que tu apprennes tel truc. Moi, je pense que les personnes avec le plus de succès dans ce domaine-là que je connais, c'est des gens qui sont curieux, qui ont une soif d'apprendre, puis qui se contentent pas de ce qu'ils sont après l'école, de ce qu'il leur est demandé au quotidien, là. Les gens curieux attirent des gens curieux, puis ça fait en sorte euh, il y a une effervescence là, dans les équipes, puis c'est une route qui tourne là, positive, là. Ouais. Donc, tu fais partie de la mafia Telio, donc les personnes qui ont parti, là, pour l'histoire de personnes qui ne connaissent pas, tu sais, ça a été acheté par Oracle pour 1 milliard CAC, tu sais, donc belle Ouais, histoire. presque 2 milliards, ouais. Ouais. Donc, Ouais. oui, le Ouais, Taleo on fait partie Mafia. de cette mafia-là. Ça s'est rendu jusqu'à Montréal, c'est bon, parce que ça a été fondé à Québec, puis éventuellement les quartiers généraux étaient en Californie, là, mais il y avait des bureaux un peu partout dans le monde. Mais oui, ça a fait la marque, en tout cas à Québec, là, je ne sais pas à Montréal, mais clairement un peu aussi, puisque tu connais la référence. Donc, t'as parlé, retournons à la question de qu'est-ce qui fait un bon ingénieur. Tu sais, est-ce que tu crois beaucoup au mythe de comment je veux dire en anglais, un 10x engineer, tu sais, l'ingénieur qui peut être 10 fois plus productif. J'ai vu ça aussi sur votre site web de valeur de 10 fois. Je suis Ouais. curieux, tu sais, est-ce que c'est-tu un mythe, un ingénieur qui peut être vraiment, tu sais, X nombre de fois meilleur qu'un autre? Moi, je pense que oui. Je pense que oui.
Ouais, 10 fois, ça, c'est dur à mesurer, là. On s'entend, c'est un chiffre pour provoquer, on va dire. Mais moi, je pense que quelqu'un, comme je disais tantôt, de curieux, qui est toujours en train d'apprendre, puis puis qui amène une certaine productivité de par son expérience, son savoir-faire, peut amener, d'un point de vue, si on prend ça du point de vue purement comptable, ce que la personne coûte va rapporter beaucoup plus de valeur par dollar que le développeur moyen. Puis, tu sais, tout le monde, jusqu'à un certain point, peut y arriver, mais il y a beaucoup de trucs contextuels de quelqu'un avec beaucoup de potentiel qui n'est pas dans un groupe qui lui permet de s'élever. C'est une chose. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de très pertinent. Et nous, chez Ingénou, c'est ce qu'on se fait un devoir de rechercher et de dénicher même les talents qui sortent de l'école. Ils ne sont pas en mode x10 en commençant nécessairement, mais de dénicher le talent potentiel, puis les faire grandir, si on veut, pour en arriver à ça, pour avoir les bons réflexes. Parce que quelqu'un qui développe un système avec une architecture qui est défaillante, mais qui a coûté moins cher, la personne a coûté moins cher, mais le logiciel lui-même, s'il fait pas ce qu'il faut, s'il est moins performant, ben ultimement, la valeur apportée par la personne, disons, est moins grande. Tandis que si on arrive à plus rapidement développer la bonne chose, ben, il n'y a pas de limite en logiciel. Le potentiel de retour sur investissement, et vu que c'est juste des 1 puis des 0, c'est pas comme quand on construit des chaises, si on veut, ça peut être exponentiel. Donc, oui, je pense qu'un bon développeur, disons dans le 90 percentile, va amener quelque chose de tellement grand par rapport au, mettons, salaire un peu plus élevé quand même qu'il va avoir en termes de valeur. Donc oui, je crois beaucoup à ça. C'est beaucoup dans l'attitude qu'on va voir ça. C'est dans le désir de résoudre le problème, dans le désir de le faire de la bonne façon, dans le désir de bien faire. Ça réside beaucoup là-dedans. Là. Oui, l'intelligence est importante, c'est sûr, mais l'attitude aussi, particulièrement. Ouais, intéressant, intéressant. Tu sais. J'imagine aussi pour votre entreprise, c'est une chose qui est importante, c'est attirer, tu sais, ce talent-là Oui, chez vous. Et j'oublie la statistique, mais dans le monde entier, il y a quoi? 25 millions de développeurs logiciels qui font fonctionner tout le software dans le monde, là. Donc peut-être une question micro, macro, là. Tu sais. Donc pour vous, comment est-ce que vous réfléchissez à bâtir une culture où est-ce que ce genre de talent qui est quand même une denrée rare aujourd'hui sur le marché veulent venir, veulent évidemment s'exprimer oui. Je pense de promouvoir l'excellence puis la curiosité, comme je disais, ça attire les gens qui ont envie de ça. Donc, nous, on essaie on demande à nos gens de se comporter un peu comme un groupe d'élite se comporterait. Pas la prétention d'être tous des élites, là. Il y a toujours des choses qu'on a à apprendre, tout ça, mais de se comporter comme, c'est-à-dire de ne pas accepter, de pas s'asseoir sur nos lauriers, d'essayer de voir c'est quoi les nouvelles façons de faire qui font en sorte qu'on serait meilleur. Puis ça peut avoir l'air un peu, comment je dirais, geek, tu sais, dans le sens, faut faire l'affaire la parfaite, plus que ça, tu sais, c'est pas de l'artisanat qu'on fait, à la limite, c'est plus, tu sais, en anglais, les gens disent souvent mon craft, là, tu sais, quand on fait du logiciel. Oui, c'est le fun, le terme est intéressant, mais ce qu'on recherche, c'est surtout l'aspect, ben, si je développe mon logiciel de façon performante, et je suis capable d'aller plus vite, d'un point de vue affaires, l'entreprise qui est capable plus rapidement d'aller à son marché, plus rapidement d'avoir le feedback de ses utilisateurs, cette compagnie-là va avoir un avantage sur les autres parce qu'on va pouvoir faire des petits pivots plus rapidement. Euh, traditionnellement, dans les 2 premiers emplois, on faisait des livraisons une fois par 6 mois, une fois par 12 mois de logiciel. Ben, ça veut dire 6 à 12 mois de silence radio par rapport à ce qu'on développe. Est-ce que c'est utile? Tandis qu'aujourd'hui, nos projets, on va déployer à la limite plusieurs fois par jour un même projet. Parce que, évidemment, il n'y a pas un nouveau pack de fonctionnalités grand en une journée qu'on peut développer, mais c'est tout le temps des petites micro-améliorations, ce qui fait en sorte que l'entreprise est capable
d'avoir très rapidement un certain feedback sur la nouvelle fonctionnalité qu'on est en train de développer. Est-ce qu'elle est utile? On est capable de mettre des mécanismes, par exemple, d'utilisation de la nouvelle fonctionnalité, faire du A/B testing. Fait que toutes ces choses-là, je reviens sur l'aspect d'attirer le talent, toutes ces choses-là, de travailler, de développer le chef d'une façon en mode élite, excellence, curiosité, désir de bien faire, ben ça attire des gens qui ont envie de faire ça. Puis malgré qu'on ait une boîte, une dimension humble, on est une cinquantaine d'employés chez Ingeno, on arrive à attirer des gens quand même de façon surprenante, je trouve. Puis on a des super bonnes relations avec certaines universités aussi. Les étudiants ils jouent du coude pour venir chez nous. Justement pour ça, cette possibilité-là de faire les choses de la bonne façon. Puis que ça a du sens. C'est pas être puriste. Les clients, ils veulent que ça coûte la bonne chose. Hein. On peut pas développer à l'infini pour que ça soit parfait. Il faut que ça soit dans une optique de, de valeur à amener à l'entreprise aussi. Fait qu'il faut comme allier technologie, bien faire, pour propulser les entreprises, pour que ça ait du sens. Quand on arrive à faire les deux, ben, c'est là que ça fait un peu de la magie. Ouais, c'est fascinant parce que je crois que ça rejoint un peu le point que tu avais dit avant, Guillaume, ben, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingénieurs, on a besoin des bons pour faire du bon Mm-hmm. travail. Et donc, qu'est-ce qui compte beaucoup dans votre modèle, c'est d'avoir une culture qui permet que les personnes peuvent s'épanouir, avoir du fun et aussi performer en même temps. C'est ça qui attire les hautes Exact. performances, c'est la performance. Exact. La Euh, fierté d'être dans un groupe qui travaille hmm. d'une certaine façon. Là. Donc, je vais garder ma question plus sur le côté développement, développeur pour plus tard. Mm-hmm. Je vais peut-être parler un peu d'Ingéno. Peut-être, Oui. première question plus personnelle. Donc, pourquoi tu as parti l'entreprise? En fait, en 2008, euh, Rémi, mon associé, a fondé avec un ancien collègue, Jérôme Ingéno. Et à ce moment-là, ça se voulait plus regroupement de freelance, d'informaticiens à leur compte qui faisaient des mandats dans différentes organisations à Québec. Et puis, en 2009, ben, un peu avant, en fait, les deux m'avaient approché pour que je me parte à mon compte puis qu'avec eux, on fasse certains mandats. Mais en 2009, il y a un projet super intéressant qui est arrivé chez Ingeno. Et puis, Rémi m'a approché, puis il me semble que ça serait un beau projet sur lequel on pourrait travailler ensemble. Et je me suis parti à mon compte. J'ai commencé à travailler pour Ingeno à ce moment-là. Et de fil en aiguille, ben, je me suis associé avec Rémi. Puis, on a embauché nos premiers employés. On a arrêté nous-mêmes d'être des pigistes. Et puis, on a ouvert nos bureaux. C'est comme arrivé, je dirais. Euh, je nous vois encore en train de monter nos meubles IKEA dans nos premiers bureaux. Ben, même là, on ne s'attendait pas à se rendre là à ce moment-là. Nous, on pensait butiner de projet en projet. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que du savoir-faire, c'est recherché. Puis ben, les clients étaient très satisfaits, on avait des références, puis éventuellement, on a des besoins qu'on ne pouvait plus combler chez des pigistes. Donc, on est allé chercher d'anciens collègues eux, ça les intéressait pas d'être pigistes. Puis tranquillement, on a flippé la boîte complètement en mode ouais, firme de développement. Mais aujourd'hui, on a que des employés là, qui font des projets. Euh, donc, fondation d'ingénieur en 2008. Moi, je suis arrivé 2009 pigiste. 2010, je me suis associé. Puis pendant quelques années, on était trois associés. On est toujours trois associés. On était plus en mode trois coprésidents, si tu veux, très collégial comme façon de gérer l'entreprise. Puis plus récemment, là, j'ai pris la tête seul de la direction. Fait que ça a été, c'est comme si la route s'est dessinée sous nos pieds. Là. C'est pas quelque chose de tant planifié que ça là, qui s'est passé. Ouais, ouais, c'est ça, je crois, des fois, la magie des entreprises, des entrepreneurs, c'est que il y a pas de plan, là, il n'y a pas de plan quinquennal que tu peux suivre et voici comme le succès qui va arriver, là, tu suis le chemin, Exact. la rivière t'amène des fois à des places, donc
Est-ce que tu as des leçons personnelles que, tu sais, après 13 ans, tu sais, 14 ans de rouler l'entreprise, des choses que tu as appris à propos de toi-même? Ah oui, plein. Plein. Ben, à propos de moi-même, quoi faire, ou surtout, on apprend beaucoup les choses à ne plus faire, là. Euh, on a beaucoup sous-estimé à un certain moment donné à quel point c'est important de s'occuper de tous les aspects d'opération de l'organisation, autant les aspects RH, puis mettre de la rigueur dans nos processus. On était on a géré l'entreprise un peu trop en mode start-up à 5 longtemps, je dirais. Ça a été une leçon apprise qui a été, ouais, qui a laissé quelques cicatrices. Ensuite, changer, j'ai toujours été avant géno dans des projets informatiques. Donc, moi, je gérais des petites équipes vers la fin, là, chez Taleo, je gérais des petites équipes, mais c'était des équipes dans lesquelles j'étais moi-même avec les mains dans le code, dans l'architecture. Donc, gérer une équipe de, je sais pas, entre 2 et 10 programmeurs versus gérer une équipe de, aujourd'hui, 50 employés où il y a une portion non négligeable que c'est pas des informaticiens, ben c'est complètement différent. Fait que, tu sais, une couple de choses apprises ou quand c'est pas nous qui sommes censés avoir les mains dans, pas nécessairement le code tout le temps, mais dans les processus RH, dans les processus financiers, ben, c'est d'apprendre à bien déléguer. Ça a été quelque chose, un apprentissage super riche, qui s'est pas fait sans heurts, pour être très franc, mais ça a été un apprentissage très riche. Puis ça a été d'apprendre aussi à bien s'entourer aussi, là. Trouver les bonnes personnes qui nous complètent. Ça a été vital pour nous. Ça a été très, très, très positif d'avoir les bonnes personnes. Et des fois, se rendre compte que c'est pas les bonnes personnes aussi qui sont là ou qui sont pas dans les bons rôles. Ça aussi, ça a été très, très formateur. Euh, Par rapport à moi, ta question portait un peu sur qu'est-ce que je me suis découvert. Euh, c'est une bonne question. J'ai découvert quand même un intérêt pour les choses moins techniques, donc les aspects stratégiques de l'entreprise. Je me suis découvert un intérêt que j'aurais pas soupçonné pour les aspects de finance aussi. Puis pas juste m'assurer qu'il y a du profit, là, mais tu sais, comprendre l'équation financière de l'entreprise puis comment optimiser ça. Euh, Ce genre de choses-là. Comment dealer aussi avec les êtres humains, comme je disais tantôt, la façon de gérer une petite équipe, les interactions, la communication qu'il y a dans une petite équipe entre informaticiens n'est pas la même que quand il y a plusieurs, on n'est pas une grosse organisation, mais disons qu'il y a plus qu'un palier de hiérarchie quand même, là. Ça aussi, comment bien faire ça, bien déléguer. Stéphane, notre CEO, il dit souvent une chose à éviter à tout prix, c'est ce qu'il appelle delegate and disappear. Donc, donner une mission, puis après, pas s'occuper des gens, puis espérer qu'ils vont faire ce qui est dans notre tête, là. Fait que ça aussi, c'est des choses c'est une caricature, on s'entend, là, mais c'est une chose qu'on a apprise, qu'on a bonifié, on va dire ça, au fil du temps aussi. Oui, très intéressant. Je prends ça en note, là. Je vais le copier, je vais prendre cette phrase-là. Mais tu as parlé un peu de l'impact d'un géno. C'est peut-être un bon segue pour parler un peu de ce que vous faites. Tu sais, on l'a mentionné un Oui. peu tu sais, avec quelques exemples, mais peut-être rentrer plus en détail, type de projet que vous faites, tu sais, pour quel type de client, votre modèle d'affaires. Oui. Euh, alors, principalement chez Geno, on fait deux choses. La première, qui représente peut-être 60% de notre chiffre d'affaires, peut-être, c'est développement clé en main. Fait que, en ça, on va rencontrer des entrepreneurs qui n'ont pas d'équipe de développement ou à peu près pas, et puis ils ont une idée d'un produit qu'ils veulent développer. Donc, on va faire avec eux l'accompagnement au niveau du design, tout ce qui est design graphique, design UX aussi. On va faire le développement, tous les mécanismes de livraison logicielle, la mise en production, les opérations, le monitoring, le support à la production. Fait que ça peut être autant des applications mobiles, des applications web, un mélange des deux, ça peut être des intégrations en différents systèmes. Fait que ça, c'est notre première offre, on l'appelle notre offre de développement Greenfield. C'est comme
clé en main, c'est un package complet que le client utilise. L'autre truc qu'on va faire, c'est des projets d'accélération ou de redressement qu'on appelle. Donc, ça va être soit aller aider un client qui a besoin d'accélérer son développement. Donc, on va rajouter de la capacité à son équipe de développement en ajoutant des équipes, des sous-équipes, si tu veux, à ces équipes de développement. Ça peut être que le client a des problématiques en termes de performance de son équipe. Par exemple, on a de la difficulté à livrer. On n'arrive plus à sortir des nouvelles fonctionnalités. À chaque fois qu'on sort une nouvelle fonctionnalité, il y a plein de régressions, de bugs dans le système, puis ça prend une éternité sans en remettre. Fait qu'on n'arrive pas à avoir une vélocité puis sortir de nouvelles fonctionnalités. Fait que ça peut être un aspect, ou ça peut être aussi des aspects où c'est le logiciel qui a des problèmes de performance. Sous-charge, par exemple, à telle heure de la journée, il y a beaucoup d'achalandage, puis là, ben, les lumières baissent, puis là, les serveurs crashent, puis là, on a une dégradation de service. Fait que là, on a des experts en performance logicielle qui peuvent venir aider, puis résoudre ce genre de problème-là. Une autre type de service qu'on a qui est plus ponctuel, on fait des audits technologiques, souvent dans le cadre de processus de revue diligente lors d'une acquisition, par exemple. Quelqu'un qui achète une compagnie de logiciels veut savoir ce que j'achète, est-ce que ça vaut ce que je paye. Alors là, on va aller rencontrer les équipes, on va faire des revues de code, revues d'architecture, puis on va expliquer au client, ben c'est quoi l'état des lieux concrètement. Ça c'est plus ponctuel, mais on en a fait quelques-unes là dans le passé. Puis souvent, ça peut être aussi dans un contexte de il se passe quelque chose, je comprends pas pourquoi, il me semble qu'on n'est pas aussi productif qu'on devrait. Puis là, c'est dans une optique d'auto-amélioration qu'une entreprise va venir nous voir, puis après, va venir peut-être un mandat avec nous de redressement ou d'accélération là, qui pourrait suivre ce genre d'audit-là. En gros, c'est un peu ça qu'on fait. On a une approche vraiment de haute performance en livraison logicielle, que ce soit dans le mode accélération, dans le mode greenfield. Nous, on croit fermement qu'une entreprise qui développe un logiciel de façon performante va rendre l'entreprise performante. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites à ce niveau-là. Avant, on le faisait plus de façon intuitive parce qu'on l'avait vécu, le fait de bien livrer le logiciel de façon fréquente avec de la qualité, ça donnait des résultats positifs pour l'organisation. C'est ça, il y a des études récemment qui ont été faites. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit à ce propos-là qui s'appelle Accelerate. Puis dans ça, ils font la démonstration statistique que les entreprises qui ont des mécanismes de livraison logicielle hautement performantes, ils vont avoir connu une croissance typiquement en moyenne de 50% plus grande que sur une horizon de 3 ans que les autres. Donc, la technologie bien huilée, bien faite, va rendre les entreprises plus performantes. Aujourd'hui, on dit souvent, on l'a entendu récemment, je me rappelle plus de quel CEO des GAFA de ce monde, que every business is a software business. C'est de plus en plus vrai. Là. On voit des entreprises dans différents domaines qui ont besoin d'ajouter des parties logicielles. Puis c'est ça. Nous, on va faire affaire avec ces clients-là qui reconnaissent cette valeur-là dans avoir une bonne façon de livrer le logiciel. Est-ce que tu as déjà réfléchi, Guillaume, à changer? Tu sais, premièrement, merci pour le background. C'est très inspirant de voir ce que vous avez bâti, là, tu sais. Donc, Mm-hmm. en tout cas, je parle des personnes peut-être plus à Montréal, comme un secret très bien gardé, là, ce que vous avez fait, là. Euh, donc, est-ce que tu as déjà réfléchi pour prendre un peu la même analogie, tu sais, pour vous-même, tu sais, parce que là, vous Mm-hmm. vendez en service, tu sais, donc c'est un film Ouais. de... Est-ce que vous avez déjà eu des idées, soit pour des outils internes ou même des plateformes que vous pouvez commercialiser? Évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse parce que c'est un peu Ouais. ça qu'on fait du côté conseil. Donc, j'aime l'idée, là, mais curieux de Uh-huh. t'entendre, étant donné que tu as une gang de développeurs qui peuvent faire ça pour Oui. vous, là. On a passé proche à quelques reprises. Donc, les quelques fois qu'on a mis de l'énergie là-dedans, c'est pas tant la technologie, mais plus que
le marché qu'on voulait attaquer, finalement, il n'y a pas tout à fait d'opportunité autant qu'on pensait, ou la twist, la valeur qu'on pense amener à ces clients-là, peut-être pas suffisante pour qu'on investisse vraiment. Donc, ça prend plusieurs choses, je pense, pour une startup en SaaS, si on peut dire ça comme ça. Oui, la capacité de livrer. Après ça, avoir la bonne idée au bon moment, de bien l'exécuter. Ça, c'est l'autre défi. Pour le moment, on se concentre vraiment sur les aspects de service. Mais c'est des services, comme je disais, un peu à valeur ajoutée. Là. On va faire en sorte que, typiquement, ce qu'on entend souvent de nos clients, c'est ben, avec un genou, je dors sur mes deux oreilles. La technologie, je peux ne pas m'en occuper. Évidemment, il faut que je leur dise quoi faire. Là, à un genou, il faut qu'ils sachent quel logiciel développer. Mais nos clients sont capables de s'occuper de la partie business, puis nous, on s'occupe de la partie logiciel dans laquelle on est très fort. En tout cas, je pense. On n'est pas pire. Oui, intéressant. Une autre partie, en termes d'introspection, récemment, tu as changé de rôle chez Je Ingeno. suis sur le point, en fait. Ouais. J'ai encore mon Mais rôle de CEO. j'en parle parce que t'as quand même fait une sortie publique, là, donc j'aimerais Ouais, peut-être t'entendre un peu sur ben, qu'est-ce qui a mené un peu cette décision, parle-en du changement, où est-ce que tu es rendu? oui. Donc, ça fait un petit peu moins que 2 ans que je joue le rôle de PDG, de CEO chez Ingeno, seul. Comme je disais tantôt, on était 3 coprésidents pendant un bon bout de temps. Puis à un moment donné, on trouvait qu'à la taille qu'on était rendu, c'était plus efficace là, de faire ça, de le faire à 3. Donc, c'est moi qui ai pris la balle, le rôle seul. Euh, et puis, au fil du temps, ben, ce que je me rends compte, c'est que dans l'industrie du logiciel, le développement, ce que je pense qui s'en vient, c'est que le développement logiciel, autant ça devient super critique pour les entreprises, comme je disais tantôt, every business is a software business, autant que ça devient critique pour les entreprises de se numériser, de se digitaliser, autant il y a beaucoup d'aspects du développement logiciel qui deviennent une commodité. Il y a beaucoup d'outils maintenant dans la catégorie no code, low code, que je pense que beaucoup auront entendu parler, j'imagine que tu connais probablement. Ben, ces outils-là amènent des possibilités qui, jusqu'à un certain point, nous, il faut voir ça comme soit une menace, soit une opportunité de nous réinventer, euh, ou d'aller plus dans des endroits où ces outils-là sont pas capables d'être performants, par exemple. Fait que, bref, longue histoire pour dire, je pense qu'il y a un aspect technologique qui, moi, m'interpellait, où justement aller trouver l'aspect où la technologie allait propulser un géno. C'est plus là que moi, j'avais une valeur à amener. Et puis de me coller à une personne qui, elle, mange les aspects stratégiques, puis c'est ça qui la nourrit, ben, qu'ensemble, on allait amener quelque chose de différent à un genou versus euh, si moi, je reste en poste, puis je m'occupe à la taille qu'on est, je peux plus vraiment m'occuper des aspects technologiques, euh, ou sinon à très très haut niveau. C'est un peu ça, là. Tu sais, la passion que j'ai pour le développement logiciel, c'est comme si j'avais encore faim, puis là, on est un peu à la croisée des chemins. Là. Soit je continue à en faire un peu, soit j'arrête complètement. Puis j'avais l'impression que trouver un bon CEO, c'est pas évident, là. On s'entend, on est là-dedans. C'est pas évident. Mais on a déjà quelques très bons candidats qui qui donnent beaucoup de foi dans l'avenir pour ça. Fait que c'est vraiment, je sais pas si ça répond à ta question, c'est vraiment, la valeur, je pense que je peux amener, elle est plus là. Euh, et c'est aussi ce qui me passionne beaucoup. Là. Ça Ouais. me manque un peu. Là. Je sais pas si tu lis entre les lignes, ça me manque un peu Ouais. d'être dans le technique aussi. Là. Ouais, ça prend quand même beaucoup de courage, tu sais, parce que je crois que c'est comme tu l'as dit, des fois on est plus dans nos habitudes et prendre ce temps de faire Ouais, l'introspection et de comprendre, hey, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'aime moins, tu sais. Dans ce processus et dans la décision, qu'est-ce qui a été facile ou difficile, tu sais, like, je peux penser comme gestion de changement, tu sais, communiquer ça aux employés, comment le monde va le ouais. comprendre, juste peut-être, qu'est-ce qui t'a surpris, bon, façon positive et négative, tu sais. Ouais.
Ben, un aspect que je trouvais important de m'assurer, c'est comment les employés prendraient ça. Euh, il y a beaucoup d'employés chez Ingeno qui sont des anciens collègues d'ancienne vie de moi. Euh, et puis, ben, je voulais m'assurer qu'ils ne voient pas ça comme négatif. Je voulais m'assurer qu'ils perçoivent pas que il n'y avait pas une perception que ah ben Guillaume s'en va. C'est juste le premier pas vers Guillaume s'en va. Fait que c'est une des premières choses que j'ai vérifiées. J'ai même pris le temps de parler à quelques-uns de ceux-là personnellement. Puis la plupart m'ont dit ben, Guillaume, moi je m'y attendais. Tu sais, tu traites tellement sur le développement logiciel, c'est quelque chose auquel on s'attendait. Mais il y avait quand même une petite inquiétude sur ben, la personne qui va venir, est-ce qu'elle va avoir les mêmes valeurs que nous, tout ça. Fait que la notion d'ADN puis de culture d'entreprise, c'est quelque chose qui va être important de préserver. Évidemment, une nouvelle personne amène une nouvelle couleur, une nouvelle saveur. Il faudra que ce soit une bonification par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Fait que, tu sais, en termes de surprise, je dirais que mon coming out, si je peux appeler ça comme ça, a généré beaucoup d'intérêt extrêmement positif. Pas juste, et oui, il y a des gens qui sur- on est apparu sur leur écran radar puis qui nous ont contactés pour postuler sur l'emploi. Mais d'autres entreprises, d'anciennes connaissances dans le domaine qui ont pris contact. Ça nous a permis de reconnecter puis de discuter d'autres opportunités. Fait que dans ce sens-là, c'est extrêmement positif, là, ce move-là. Est-ce que ça a été difficile? Euh, une fois que j'ai réalisé ce que je disais tantôt, ben moi, j'ai l'impression d'avoir encore à donner du point de vue de la technologie. Euh, une fois que j'ai réalisé ça, ça a été extrêmement facile. Ça a été plus comment on l'exécute. Fait que là, entre autres, travailler avec une firme de com, ben, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Voici comment je le pensais l'approcher. Fait que là, ils nous ont coaché un petit peu là-dedans. Mais tu sais, ça a été pas mal le plan A ce qui a été vu. Là. Bon, ça a attiré l'attention d'un journaliste au soleil. Fait que c'était une petite entrevue au soleil. Euh, mais sinon, le faire comme tel, moi, tu sais, quand tu as la conviction c'est la bonne chose, ça va juste de soi. Là. Euh, donc, ouais, pas de temps difficile. Pas de temps difficile. Souci de bien faire, là, bien sûr, mais pas de. Il y a beaucoup, je veux pas pointer du doigt à personne, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs on pourrait les percevoir comme on a un ego, on veut pas montrer nos faiblesses, tout ça. Ben, moi, je le vois pas comme je montre une faiblesse, ben, je le vois plus comme, ben, moi, ma force est là. Puis je pense, c'est trouver des architectes logiciels euh, d'un certain niveau d'expérience, c'est très rare. C'est des ressources très rares. Fait que moi, je trouvais que ça avait plus ou moins de sens que tout mon savoir-faire technologique, on arrête de l'utiliser chez Ingeno. Fait que dans ce sens-là, pour moi, ça allait juste de soi. Il fallait juste que mes partners soient zen avec ça, puis qu'après ça, on en parle aux employés de la bonne façon. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, ouais, je te lève mon chapeau. Comme tu as dit, je crois que c'est plus la norme que les entrepreneurs restent trop longtemps, tu sais, Oui, font pas cette réflexion-là, tu sais, donc je te lève mon chapeau, là. c'est Même si t'as gentil. pas encore rentré en poste, tu sais, dans ton nouveau rôle, je serais Ouais. curieux de savoir quelles tendances technologiques ou quels aspects dans le futur qui aujourd'hui t'intéressent intellectuellement que tu veux explorer. Euh, chez Ingeno, on a eu plusieurs projets dans le domaine du IoT, du temps réel, ce genre de choses-là. Fait que ces aspects-là, c'est quelque chose que moi, je veux creuser. Euh, comme je disais tantôt, l'aspect développement de projet Greenfield, là, clé en main de zéro, euh, il y a il y a beaucoup d'opportunités à développer ces projets-là d'une façon de plus en plus efficace et efficiente avec les outils qui existent. Tantôt, je parlais de low-code, no-code. Pour certains use cases, c'est des outils qui sont intéressants à utiliser. Il y a des amalgames d'outils à faire pour rendre ça accessible à moindre coût.
à des clients qui auraient moins les moyens de se payer une firme, une firme comme Ingeno. Parce que faire les choses d'une certaine façon, on s'entend, ça a un coût, mais comme je disais tantôt, il faut voir ça dans l'autre sens. Il faut voir ça comme, ben, si tu pouvais acheter une machine, là, une caricature, là, une machine à imprimer de l'argent, est-ce que tu achèterais une machine pas chère qui te permet d'imprimer des 1$ ou une machine qui coûte plus cher qui te permet d'imprimer des billets de 100$ très vite? Fait que c'est un peu la réflexion qu'on a, mais ce qu'on essaie d'arriver à faire avec notre développement Greenfield, c'est d'arriver à ce que la machine à imprimer de l'argent à des 100$ vite, elle coûte de moins en moins cher pour les clients. Donc, ça soit quand même un développement puis une livraison de logiciel extrêmement performante, mais à moindre coût. Fait que ça, rendre le développement encore plus efficient, puis d'avoir des processus et des use cases plus facilement répétables, c'est un aspect super important. Évidemment, les AI, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'intéresse plus dans le domaine du IoT, entre autres, faire de l'analytics. Tu sais, je parlais de temps réel, permettre à des décideurs, à des ingénieurs ou même de façon automatisée de prendre des décisions. Ce genre de choses-là. Ça. Puis dans les autres trends de l'industrie, ben c'est la menace comment je dirais ça? La menace de l'Orient. De plus en plus, des firmes de services de l'Inde, entre autres, qui veulent essayer de prendre le marché en Amérique du Nord. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'on regarde, puis trouver une façon de rester compétitif face à ces firmes-là, où on peut pas se battre sur le taux horaire, si on veut, mais on peut se battre sur ce que ça rapporte, par contre, sur le retour sur investissement par dollar. C'est plus là qu'on va travailler notre proposition de valeur, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Tu soulèves plusieurs, je crois, durant l'entrevue, plusieurs points intéressants qui rendent le software vraiment fascinant, tu sais, comme Mhm. objet, tu sais, comme outil, là, tu sais, Oui, tu l'as mentionné, le coût marginal de répliquer zéro, tu sais, dans le sens qu'une oui, fois que tu as bâti la structure, ça coûte zéro à le répliquer. Il y a aussi cet élément de les coûts, avec évidemment du travail, les coûts ont tendance à diminuer dans le futur. Donc, mhm. ça devrait te coûter moins cher. Tu sais, on le voit aujourd'hui, tu sais, une licence Windows 95 versus une d'aujourd'hui, tu sais, plus performante. Et Oui, le dernier qui est aussi très intéressant, mais je crois peut-être encore mal compris, en tout cas peut-être de mon bord, c'est la notion que tout devient une commodité. Tu sais. Donc, il y a même des personnes qui disent, mais même le développeur en tant que tel va devenir une commodité en tant que tel. Tu sais, oui, les algorithmes vont être capables de mieux produire. On l'a vu récemment avec OpenAI, avec des choses qu'ils développent de leur côté, qui risquent de perturber plusieurs domaines. Là. oui. Pour toi, comment... Ben, peut-être ton commentaire sur ce que je viens de dire, si tu es d'accord ou violemment désaccord, comment tu le vois de ton bord, ces grandes tendances-là dans le futur? Ben oui, le logiciel devient une commodité parce que il est rendu disponible à un très, très grand nombre. Donc, ceux qui développent ce logiciel-là sont capables de le vendre beaucoup moins cher. Tu sais, le, le, le phénomène du App Store, là, où soudainement, quand l'iPhone est sorti, ben, on peut avoir des apps à quelques dollars. Avant, c'était pas pensable de dire j'installe une application sur un ordinateur. Il y a eu les shareware, là, mais tu sais, c'était jamais des trucs top qualité ou sinon très rarement. Là, on peut avoir des affaires super performantes pour pas cher à cause du volume. Fait que oui, le logiciel devient une commodité, euh, mais il reste que il y a de plus en plus, c'est ça, c'est comme un mouvement opposé. Le logiciel devient une commodité, puis en même temps, il y a une rareté du point de vue du nombre de développeurs qui sont nécessaires pour développer ces logiciels-là ou développer des solutions par-dessus des logiciels qui sont plus faciles, comme du low-code. Fait qu'il y a comme une espèce de tendance, puis un probablement euh, favorise l'autre. Là. Le fait que le logiciel devienne une commodité, ça fait en sorte que on pourrait penser qu'on va avoir besoin de moins d'informaticiens, mais ça prend quand même des gens qui développent ces logiciels-là. Et après, quand c'est des logiciels destinés à des développeurs, comme du low-code, mettons le no-code, on pourrait dire que c'est moins destiné à des développeurs, mais le low-code, ça peut être une façon super efficace de développer. Mais c'est que les besoins
grandissent aussi de façon exponentielle. Et au Canada, au Québec, le, le taux de chômage pour les informaticiens, il doit frôler le zéro, là. Puis en Amérique du Nord aussi. Puis quand on va dans d'autres pays, même euh, dans certains pays avec des économies plus émergentes, c'est quand même le plein emploi, là. Puis les salaires ressemblent quand même à ici, là. Même si, mais là-bas, ils sont, ils sont dans la classe moyenne très haute, sinon dans la classe riche, là. Parce que de plus en plus, ben, en plus, le télétravail a permis ça. C'est que la compagnie en Californie peut engager quelqu'un au Pérou ou quelqu'un à Québec. Euh, donc, il y a ça aussi dans la commodité. Le développeur devient, en tout cas, la localisation est plus importante. Donc, il y a une, je sais pas si c'est une forme de commodisation, là, qu'on pourrait l'appeler comme ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi que le logiciel devient de plus en plus une commodité, mais il y a une complexité aussi qui s'ajoute. Fait que ce qui devient la commodité, euh, disons, c'est le truc qui était pas la commodité il y a pas si longtemps, mais c'est comme si ça évolue, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Aujourd'hui, disons, de faire le truc A, ce n'est pas une commodité. Demain, ça va le devenir, mais il y a le truc B qui va popper, que là, ça prend encore euh, d'autres sortes de talents pour le développer. Puis la complexité qu'on arrive à accomplir, comparé, tantôt tu parlais de Windows 95, les logiciels qu'on fait aujourd'hui, les systèmes d'exploitation qu'on a aujourd'hui, la puissance qu'ils ont comparé à ça, oui, les ordinateurs qui permettent de les rouler, mais l'expérience utilisateur, le graphisme, comment c'est intégré, tout ça a beaucoup augmenté. Et la complexité de ça est énorme comparé à ce que c'était avant. Donc, ça prend de plus en plus de gens quand même. Et la commodité est exacerbée par le fait que là, on peut la distribuer, comme je disais tantôt, un très grand nombre, je pense. Il y a beaucoup de ça. Fait que là, comment je vois ça? Comment ça nous influence? Ben, il faut se renouveler constamment. On peut pas rester dans les façons de faire qu'on avait il y a 3, 4, 5 ans. Il faut se renouveler, il faut regarder c'est quoi les meilleurs outils pour le besoin, dans notre cas, des clients qui se présentent devant nous. Puis pas s'entêter à le faire comme on le faisait il y a 3 à 5 ans parce que ça marchait bien avant. Fait que ce qui marchait bien avant n'est pas seulement ce qui marche bien aujourd'hui. Fait que ça revient à ce que je disais tantôt, là. Il faut constamment se renouveler, il faut être curieux, faut faire la veille, il faut regarder les nouveaux outils qui sortent pour faire le développement. Et il faut aller chercher le talent là où il est, là. La pandémie nous a ouvert au télétravail. Euh, Puis, en toute honnêteté, on s'est fait voler des employés qui, assis sur la même chaise dans leur sous-sol, sur la rive sud de Québec, travaillent pour des compagnies californiennes. Ça nous est arrivé. Puis, je suis certain que ça arrive à beaucoup d'entreprises là, dans le domaine. Fait qu'il faut nous aussi s'ouvrir à ça, à l'espèce de super mondialisation dans le marché des talents. Ouais. Ça fait me penser à ce post sur Reddit qui a été viral un moment. Je sais pas si tu l'as vu, mais un développeur logiciel qui avait 11 emplois en même temps. Il disait que ben, il y a tellement de demandes, j'ai un nouveau emploi, je décroche, j'ai un run rate de 1 million de dollars de salaire et 2 mois passent avant que je suis congédié, mais je fais juste, je vais continuer. Et le gars, il fait rien. Il Il faisait fait comme complètement. pratiquement rien ou de le strict minimum dans son sous-sol et il avait comme 10 emplois. Et Wow. ben, ça me permet de retourner à ma question précédente un peu, Guillaume, comment tu vois le marché du travail comme la pierre angulaire reste la personne, tu sais, Oui, malgré tout. Donc, comment est-ce qu'on pourrait, tu sais, est-ce que c'est une question qui te garde réveillé la nuit? Comment est-ce qu'on peut oui, attirer plus de talents? Comment est-ce qu'on peut oui. former plus de monde, vouloir que les personnes rentrent dans ce domaine? Je suis curieux. Exactement. Derrière chaque employé, il y a un être humain, puis faut comprendre ce que cette personne-là aspire à faire, qu'est-ce qui la motive. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, on est en train de regarder, de se doter de certains outils pour un peu promouvoir la reconnaissance à l'interne.
on a déjà une belle culture de reconnaissance. Il y a spontanément un de nos employés qui a créé on est sur Slack, qui a créé un channel sur Slack qui s'appelle Gratitude, où spontanément les gens vont dire, kudos à Guillaume, merci, t'as fait tel truc, ça m'a vraiment aidé. Bon. Là, on veut que ce genre de choses-là, on en fasse plus la promotion. Pourquoi? Parce que oui, c'est important le salaire, oui, c'est important les conditions, puis on essaie d'être très compétitif de ce point de vue-là, mais ce qui fait que les gens restent, c'est parce qu'ils ont du plaisir à travailler, parce qu'ils se sentent reconnus, parce qu'ils sentent qu'ils amènent quelque chose, qu'on reconnaît leurs valeurs, qu'ils sont appréciés. Fait que oui, ça m'empêche qu'à un certain point de dormir la nuit, puis c'est vraiment cet aspect-là de comment on fait en sorte qu'on a envie de travailler à un endroit, au-delà des... Parce qu'il y a toujours un salaire plus élevé. C'est possible de trouver toujours un salaire plus élevé, mais si on regarde l'ensemble du package d'un employeur, c'est quoi les trucs que nous, on veut valoriser? Ben, c'est beaucoup ça. Là. Le plaisir de travailler ensemble. Tu sais, chez Ingéno, au début, les gens rigolaient un peu quand on disait ça, mais notre valeur principale chez nous, c'est l'amour. Alors, pourquoi l'amour d'une entreprise, ça n'a pas rapport? Mais nous, pour nous, c'est important le fait d'avoir du plaisir à travailler avec nos collègues, d'avoir du plaisir à travailler avec des clients, d'avoir du plaisir à les rendre, de leur donner du succès, euh, d'être considéré, tout ça. Fait que pour nous, c'est important d'aimer ce qu'on fait et d'aimer les gens avec qui on le fait. T'sais, on s'entend, c'est pas un truc de bisounours qu'il y a des arcs-en-ciel partout au bureau chez Ingéno, là, mais c'est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, pour nous, cet aspect-là, la reconnaissance, c'est vraiment important dans la culture. Encore plus aujourd'hui qu'on est beaucoup à distance. Chez Ingéno, on a fait le choix il y a quelques mois de dire à nos employés, vous êtes libres et autonomes de choisir est-ce que vous voulez venir travailler au bureau, vous restez à la maison, à la proportion que vous voulez. Ça peut être 100% un, 100% l'autre, un mix comme on veut. Ceux qui veulent un bureau permanent dans nos bureaux, ils peuvent, ils ont leur place. Ceux qui sont plus nomades, ils peuvent. Fait que dans un mode de télétravail fort, on reste une entreprise, on est devenu pendant la pandémie une entreprise qu'on pourrait appeler remote first. Euh, donc, comment on fait pour garder une culture dans ce domaine-là? Comment on fait pour faire en sorte qu'on est différent, que notre entreprise amène quelque chose de plus à nos employés puis qui ont envie de rester? Ben, c'est beaucoup à travers ça. La reconnaissance, le plaisir de travailler, d'avoir des projets intéressants, de bien faire les choses. On veut attirer les gens qui ont envie de ça. Donc, je pense à cause de ça, on a un certain succès de ce côté-là, mais c'est un, c'est une guerre sans fin, je pense, contre l'univers, je dirais ça comme ça. Guillaume, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, je te remercie. Je crois qu'il n'y a pas une meilleure façon de clore l'entrevue, tu sais, avec ce que tu as dit. Là, j'aime beaucoup je vais voler l'idée de gratitude sur Slack. C'est le channel. Et deux, cette notion d'amour, tu sais, je crois, c'est quand même important parce que, tu sais, on vit une fois, comme tu as dit, même dans cette conversation, tu as dit, hey, comme, dans qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, like, Mhm. il faut aimer ce qu'on fait, tu sais. Donc, on Ouais. passe plus de temps au bureau en termes de travailler qu'on passe avec nos familles. Donc, je suis reconnaissant pour ton temps aujourd'hui. Peut-être une Ben, merci dernière de m'avoir question. invité. Absolument, absolument. Dernière question classique que je pose, c'est comment est-ce que les personnes peuvent rentrer en contact, apprendre plus à propos de toi et Ingéno? Alors, Ingeno, vous pouvez me prendre contact avec moi directement sur LinkedIn si vous voulez me jaser. Donc, Guillaume Duchesneau. Euh, Ensuite, sinon, vous pouvez aller voir notre site web ingeno.ca, ingeno.ca. Et puis, mais si vous voulez parler à notre humain rapidement, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn, ce sera plus simple. Si ça vous intéresse de devenir client ou employé, il y a des sections aussi pour le site web, sur le site web à propos de ça, mais ça va me faire plaisir par LinkedIn directement. Guillaume, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Victorios.